termes. C'est-à-dire ce terme sepsis, il faut qu'on éduque la population. Qu'est-ce que c'est et quels sont les symptômes? Voilà, c'est là l'objectif, c'est là où on doit concentrer notre énergie. Juste rappeler le titre de ma présentation, c'était de la septicémie au sepsis.3, le 3.0. Et donc en fait, l'idée, c'est aussi d'associer les deux mots. C'est-à-dire effectivement, d'associer un mot que les gens connaissent à un nouveau mot. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, on peut y arriver. Je vous ai dit que c'était provocateur, vous avez bien compris ce que je voulais dire, et je ne prétends pas avoir raison. Mais c'est mon opinion, voilà, c'est tout, pas plus. Pas plus. Sauf que les gens, il ne faut pas confondre connaître le mot et connaître la définition. On s'en fiche que les gens connaissent le mot sepsis. Il faut qu'ils sachent ce que c'est. C'est ça. Bien sûr, bon, les gens ont vaguement entendu parler de sepsis, mais s'ils ne sont pas capables de donner la définition du mot. Bon, allez, j'arrête. Oui, monsieur Béchard. Oui, je veux parler fort. D'accord, allez-y. Je me permets d'intervenir au cœur d'un débat d'experts. Bon, mais merci en tout cas de cette journée. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est bon signe d'ailleurs au nom de l'Agence régionale de santé. En tout cas, je le dis, je suis plutôt sincère. En tout cas, je reconnais l'engagement et la personnalité de Madame Edgel sur des sujets pas faciles. Et c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai l'impression que c'en est un de sujets pas faciles. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, dans les relations que j'ai, moi, en tant que représentant de l'Agence régionale de santé, comme vous le dites, professeur, en lien avec l'offre de soins, ça va me permettre déjà d'avoir un peu plus de contexte, que vous avez rappelé chacun avec votre coup de projecteur, et c'était très intéressant. Après, je me pose la question, j'ai lu aussi, j'ai parcouru un certain nombre de travaux que vous avez fait les uns les autres, votre rapport, professeur aussi, qui était sur certains aspects assez concrets. Je me demandais, vous en étiez vous, alors je vais vous mettre un petit peu tous, pardonnez-moi, hein, dans le même sac si je puis dire, mais vous en étiez des recommandations vers effectivement vos confrères, c'est-à-dire on sent bien, et c'est ça qui est très intéressant d'être à vos côtés là ce matin, qu'il y a des débats et c'est sain, hein. Mais concrètement, si je comprends bien, il s'agit aussi, peut-être même avant tout, d'appeler l'attention des médecins, du corps soignant sur un certain nombre de repères, de clignotants, de choses qui s'allument. Et ça, je ne suis pas certain, même si je vais évidemment me renseigner, que l'agence ait un rôle particulier sur en matière de recommandation. Elle en a sur évidemment les relations avec l'offre de soins, vous l'avez dit. Mais la Haute Autorité de Santé, enfin vous participez vous-même, j'imagine, à des travaux qui sont là pour sensibiliser vos confrères et où on en est de cette diffusion, quoi. C'est-à-dire que pour ce qui est de la diffusion, vous le savez, l'assurance maladie, l'agence peut aider justement en cela. Et je dois dire que moi, c'était une des premières fois que j'entendais ce sujet. Et c'est un peu honteux que je dis ça, parce qu'au regard du contexte et des enjeux que vous avez rappelés, c'est évidemment un des sujets qu'il faut mettre au-dessus de la pile, quoi. Donc ma question, ou mon commentaire, il est celui-là, c'est-à-dire moi qui suis beaucoup aussi sur les affaires d'aider le médecin généraliste ou autre au quotidien dans son cabinet. Alors peut-être que c'est pas une affaire de médecin généraliste, peut-être, mais ça c'est à vous de le redire. Est-ce qu'il y a des recommandations qui existent et si oui, où on en est de ce point de vue-là, quoi? Je peux peut-être répondre, parce que au moins sur la partie concernée, comme je l'ai indiqué trop vite au diaporama, la Haute Autorité de Santé a à son agenda 2022 la production de recommandations de la HAS sur la prise en charge du sepsis depuis le domicile, c'est-à-dire avant l'hospitalisation, jusqu'au retour au domicile. Et ces recommandations sont en cours d'élaboration avec les généralistes, les gériatres, les pédiatres, les néonatologistes, les urgentistes, les internistes, les infectiologues, les pneumologues,
les réanimateurs, même s'ils interviennent en bout de chaîne, les microbiologistes, ceux qui font de la virologie, de la bactériologie, la France Sepsis Association est impliquée dans l'établissement, l'élaboration de ces recommandations, l'Institut Pasteur en tant qu'organisme scientifique. Et donc, ma première réponse est de dire, ça fait presque 18 mois maintenant que toutes ces personnes d'horizons très différents travaillent ensemble sur cette question du sepsis. Et c'est déjà un premier succès. Ça veut dire que de garder des généralistes, des gériatres, des pédiatres concentrés pendant 1 an et demi pour élaborer ces recommandations de bonne pratique montre qu'ils ont pris conscience de l'importance du problème dans leur périmètre quotidien, qu'on soit gériatre ou pédiatre. Donc cette démarche-là auprès des professionnels de santé est en train de se faire. Comme vous le savez, quand la HAS aura publié les recommandations, il y aura derrière des fiches techniques qui seront disséminées aux professionnels de santé. Et dans le groupe de travail, il y a également des infirmières, des kinés, et donc un pharmacien, et donc vraiment une pluridisciplinarité pour bien montrer que le sepsis est un sujet transversal qui touche en pratique tout le monde. Je dis un mot et j'arrête. Si vous avez du scotch, je me le mets là. J'ai réfléchi bien sûr beaucoup à cette affaire de dénomination. Je suis absolument d'accord que c'est impossible actuellement de faire marche arrière et de trouver un autre nom. Je suis d'accord, c'est impossible. Mais ce que je veux dire, et je l'ai dit dans mon topo, c'est qu'il faut aussi parler de l'infection causale, de l'organe qui est atteint. C'est pour ça que je trouve que ça n'a rien à voir avec le cancer. Alors, c'est pour ça que j'ai mis sur ma diapo pneumonie grave avec signe de sepsis. Voilà. Parce que si on met avec défaillance viscérale, ils ne comprendront pas mieux. Donc, voilà. Mais, ok, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier la maladie. C'est tout. Parce que... D'autant que, bon, peut-être qu'il y a des voies de recherche à chercher sur différentes choses, y compris la bactérie qui est en cause. Je peux parler fort. Oui. On a parlé justement de la maladie, et puis derrière, il y a eu la question de la réponse ou même le terme de dysrégulation. Vous disiez, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme de dysrégulation. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, justement? Qu'est-ce qui dysfonctionne? Qu'est-ce qui se passe dans cette réponse anormale? Tout le monde ne va pas faire un sepsis suite à une infection localisée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut en dire un mot de cette réponse anormale, dysrégulation? Peu importe le terme, mais qu'on puisse mieux comprendre ça. Qu'est-ce qui, dans T-Stem inhibitor, va être anormal, entre guillemets? Est-ce qu'on peut y aller sur ce point-là? Moi, je peux commencer, puis Jean-Marc me corrigera et complétera. Merci. Je vais essayer d'être très schématique et de ne pas employer de langage scientifique. Donc, une bactérie, peu importe laquelle, va pénétrer dans notre... D'abord, il faut savoir qu'on a beaucoup plus de bactéries en nous qu'on a de cellules. Ce qui prouve qu'on vit au quotidien avec des bactéries sans qu'elles nous causent des dommages perceptibles. Premier élément. Donc, une bactérie se trouve être pénétrée dans notre organisme, peu importe au niveau des poumons, des urines, peu importe où. Cette bactérie, dans l'immense majorité des cas, dès qu'elle va être en contact avec la couverture de nos organes, on va appeler ça comme ça, ce qu'on appelle l'épithélium, avec les cellules qui se trouvent à ce niveau-là, eh bien, elles vont être reconnues. Lorsqu'elles vont être reconnues, l'organisme va mettre en place localement, on va alerter les pompiers qui vont intervenir localement et qui vont éteindre l'incendie. Et le reste de la ville n'était même pas au courant qu'il y avait un départ de feu à tel endroit. Ça, c'est Genève.
Ça, c'est l'immense majorité des cas. Heureusement d'ailleurs. Dans l'immense majorité des cas, ça se passe comme ça. Quelquefois, et c'est là où les raisons sont multiples et loin d'être toutes connues, eh bien, soit la bactérie va être plus forte que ses défenses initiales, c'est-à-dire le départ d'incendie, finalement, il n'est pas contrôlé par la brigade locale, et le feu s'étend localement. D'abord, avant d'être généralisé, il s'étend localement. Donc là, déjà, on va avoir une situation dans laquelle c'est l'infection qui se propage, c'est-à-dire que la virulence de la bactérie dépasse les moyens développés localement. Dans l'immense majorité des cas encore, l'accentuation du niveau de réponse de l'organisme, qui va faire intervenir d'autres cellules qui vont venir d'ailleurs, d'autres mécanismes, peu importe, va permettre à nouveau de circonscrire le feu et de le garder, de l'éteindre et de rétablir la situation. On va être symptomatique, on va tousser, on va avoir peut-être un peu de mal à respirer, on va avoir de la fièvre, on va rester couché au lit pendant 2 jours, mais on ne va pas être hospitalisé et on va surmonter le problème. Et puis malheureusement, dans un certain nombre de cas, eh bien, la mise en branle de ces mécanismes qui visent à éradiquer le pathogène va être anormale. Elle va être anormale soit parce qu'elle va avoir des conséquences collatérales. C'est-à-dire que les substances libérées, les cellules activées vont se mettre à endommager autre chose que les bactéries, nos propres tissus. Donc des dommages collatéraux. Et ces dommages collatéraux vont altérer les fonctions vitales et aboutir au sepsis. Parfois, c'est au contraire, ces mécanismes de défense vont être, je sais que Jean-Marc n'aime pas trop ce mot-là, paralysés et favoriser les infections et les réinfections qui finiront par emporter le patient. Alors, les raisons pour lesquelles elles sont multiples, parfois c'est d'origine génétique. Par exemple, c'est pas un secret puisqu'elle le dit elle publiquement, Christa Braque, qui a fait ce choc septique dramatique, après son choc septique, elle présentait en permanence des infections pulmonaires. Elle a eu un bilan immunologique qui a montré qu'elle avait un déficit dans un composant de notre défense qui favorisait ces infections et ces réinfections. Donc, il y a parfois une prédisposition génétique, il y a parfois aussi des facteurs qui sont liés au fait qu'on ait des maladies qui diminuent nos défenses, comme le diabète par exemple, ou le tabac. On sait que le tabagisme diminue les capacités de défense locale. Bon, ouais, j'ai essayé d'être un peu schématique, donc tout ça est entaché d'erreurs grossières quand on se place du point de vue de la science, mais schématiquement c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'enjeu de la recherche est de mieux comprendre cette interaction qu'il y a entre la bactérie et nos cellules, de mieux comprendre, d'essayer de détecter le plus largement possible, parce qu'aujourd'hui on a les outils, hein. Tout le monde entend, vous savez qu'on a séquencé le génome entier de l'homme, donc on a des banques qui peuvent permettre de connaître un certain nombre de situations génétiques qui prédisposent à faire des infections. Ensuite, il y a des maladies comme le cancer, comme le diabète, qui diminuent nos défenses. Et donc, dans ces situations-là, c'est là où on peut faire de la prévention. C'est là où on sait que ces patients sont à risque de faire un sepsis. Donc, c'est chez ces personnes-là qu'il faut accentuer le suivi. Voilà. Je ne sais pas si Jean-Marc ou Jean veulent... Ma question était d'aller là, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir des indicateurs très précoces, en fait, d'un déravage et justement d'un risque de sepsis. Alors on peut parler du mot, mais finalement c'est cette réponse, voilà, est-ce qu'on peut la prédire très tôt? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs biologiques outre... Oui, ça fait partie des volets, des pistes de la recherche, c'est-à-dire effectivement d'avoir des biomarqueurs. Par exemple, il se trouve que mon dernier travail à l'Institut Pasteur a été avec une équipe à la Salpêtrière, avec laquelle justement l'objectif était de trouver des biomarqueurs prédictifs. Alors en fait, au départ, notre projet c'était le sepsis. En fait, aux urgences, le sepsis n'est pas si fréquent que ça. Par contre, aux urgences, ce qui est fréquent, c'est les infections. Et donc en fait,
nos biomarqueurs aujourd'hui nous permettent de distinguer, parce que vous arrivez, vous avez un patient qui a de la fièvre, mais c'est pas que. Et puis vous avez aussi, chez les personnes âgées, il n'y a pas de fièvre. Donc en fait, la fièvre est un indicateur, mais ce n'est pas suffisant. Donc il nous faut d'autres, effectivement, exactement ce que vous disiez, des marqueurs. Et donc en fait, nous avons défini des marqueurs qui nous permettent de distinguer les patients avec une infection bactérienne de ceux qui n'ont pas d'infection bactérienne. Et parmi, ensuite il y a en 2 temps, et parmi les patients qui n'ont pas d'infection bactérienne, ceux qui ont une infection virale. Et ces 3 marqueurs, un brevet a été déposé par l'Institut Pasteur et la PHP. Donc, oui, on travaille effectivement à avoir des marqueurs effectivement précoces, c'est-à-dire aux urgences, c'est-à-dire là où le patient va avoir son premier contact, si ce n'est pas avec le médecin de ville, avec le corps médical. Donc, bon, il y a celui, je vous parle de ma propre expérience, parce qu'on a travaillé sur cette thématique, mais il y a énormément de groupes qui travaillent sur des thématiques. Alors, ce que Djali vous a dit tout à l'heure aussi sur la caractérisation des germes, on a effectivement aussi, là aussi, on y avait travaillé sur l'ADN bactérien, etc. Des outils pour distinguer assez tôt non seulement la nature du germe, mais, et ça fait plaisir à Jean, sa sensibilité aux antibiotiques. Donc oui, il y a des travaux qui sont faits, oui, tout n'est pas implémenté pour l'instant en routine, il y a des marqueurs. Alors il y a la procalcitonine qui est un marqueur que certains cliniciens adorent, qui n'est pas forcément la panacée universelle. Donc la réponse est oui, on travaille à ça. Je voudrais juste, pour compléter ce que disait Djilali par rapport justement à l'explication. Parce qu'une des autres remarques qui a été faite, c'est bien, on veut une définition, mais aussi on veut un traitement. Et il se trouve que j'ai fait, grâce à Jean d'ailleurs en l'occurrence, une partie de ma carrière sur l'étude, et Djilali aussi, on a travaillé ensemble, sur les patients, mais vous savez que les scientifiques, souvent, ils travaillent sur l'animal de laboratoire. L'animal de laboratoire de prédilection chez les scientifiques, c'est la petite souris. Et je ne sais pas si vous avez vu un portrait de petite souris que vous comparez au portrait d'un humain, vous prenez Einstein à côté, vous voyez qu'il y a des grosses différences. Et bien, ces différences, c'est exactement les mêmes au niveau du système immunitaire. C'est-à-dire ce que Djali vous décrit en disant, bon, derrière, il y a des tas de dérégulations qui se mettent en place chez l'homme. Chez la souris, on fait des modèles, c'est-à-dire qu'on fait tout artificiel. Et la première chose, si je vous le disais, vous me direz, bon, on arrête de travailler sur la souris. Quand vous infectez une souris, elle ne fait pas de fièvre. Elle ne fait pas de fièvre tout simplement parce que la souris, nous, notre confort, ce qu'on appelle la thermoneutralité, c'est-à-dire là où on est confortable, c'est 20 degrés. Ce n'est pas la thermoneutralité d'une souris. Une souris, elle est confortable à 30 degrés. Ce qui fait que si vous prenez une souris et que vous la mettez à 30 degrés, là, elle va faire de la fièvre lorsque vous l'infectez. Donc déjà, on a tout faux. On a tout faux sur ces modèles. Et tout à l'heure, Djali parlait du consensus ou Jean qui réunit les grands scientifiques, les grands médecins. D'ailleurs, ce n'est pas les scientifiques, c'est les médecins. En l'occurrence, il y avait, je ne pense pas de purs scientifiques, des cliniciens. Mais il y a eu la même chose avec les modèles animaux. Et j'ai participé, je représentais la France à ce consensus sur l'usage des modèles animaux. Et vous avez des scientifiques qui ont assis leur carrière toute leur vie sur ces modèles animaux. Ils ne vont pas aller tout d'un coup scier la branche sur laquelle ils sont assis, où ils ont assis leur carrière. Et donc, ils continuent à proposer certains modèles animaux qui demandaient à Djilali et à Jean si le sepsis d'une petite souris, ça n'a rien à voir avec le sepsis humain. Donc, en fait, il y a là encore... il y avait un infectiologue norvégien qui avait fait sa thèse, que j'estime beaucoup, qui s'appelle Peter Brandtzæg, qui travaillait sur les méningococcémies. Il avait dit que les maladies humaines doivent être étudiées chez l'homme malade. Et pour moi, c'est l'essentiel. On se fait plaisir, je veux dire, on a sauvé des milliers de petites souris. C'est formidable. Alors, ils ont fait des grands papiers dans les grands journaux. 30 ans de recherche sur la petite souris, des milliers de petites souris sauvées, pas un seul effet d'un nouveau produit qu'on propose aux cliniciens. Donc ça, c'est un autre volet aussi. Juste, il y a le buffet qui est ouvert. Si on peut, voilà, après l'effort, le réconfort. Il y a une vidéo à faire présenter à la fin, c'est ça? Oui, il y a une petite vidéo. Alors, je vais vous donner une dernière oui. réponse. Et après, comme ça que... Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des questions, oui. Juste avant de clôturer. Oui. Je sais qu'il voulait arrêter à midi 5. On n'est pas très loin de ce qu'on avait promis. Oui. Mais je ne peux pas ne pas intervenir, je ne peux vraiment pas. Parce que moi, la raison pour laquelle certains malades
certaines personnes, parce qu'il ne faut même pas dire malades, font un sepsis, disons, ou pire, un choc septique, et pas d'autres. Ça me hante depuis des années. Et on n'a toujours pas les raisons. Bien sûr, on peut dire c'est multifactoriel. C'est ce qu'on dit quand on ne sait pas. Mais même Gilles a dit tout à l'heure, il a un peu mélangé l'augmentation ou la dysrégulation, peu importe comment on l'appelle. Ça, tout le monde comprend qu'une immunodépression ou l'âge très avancé, ça va être pénalisant pour le malade, parce que son immunité est défaillante. Mais mélanger ça avec le sepsis, qui, si on en croit la définition, est juste l'inverse, c'est-à-dire que le malade a une hyperproduction de trucs qui sont pas ce qu'il faut. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a ces deux facteurs, mais on peut pas les mettre dans le même sac. Donc voilà. Alors pourquoi il y a certains malades qui font ça? Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a mal foutu l'affaire dès le départ? Comment? Pourquoi? Il y a la génétique, ça c'est sûr, mais ça explique pas tout. Voilà. Pourquoi Et nous n'avons pas encore la réponse, cher Jean. Mais non, je sais qu'on n'a pas la réponse. Donc on va laisser les scientifiques et tout le staff donner les réponses ultérieurement. Et d'ici là, ceux qui ne marquent pas dans leur article que c'est lié à une dysrégulation de l'immunité, eh bien, ils ne seront pas acceptés par le New England. Parce que c'est de la provoque. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Voilà. En tout cas, l'objectif de cette journée, cette sensibilisation ce matin avec vous, c'est, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé au départ, c'est vulgariser le terme sepsis et aussi donner l'information donc avec justement le public que vous avez, qui vous concerne, pour être, comment dirais-je, alors d'une part acteur, bien entendu, de la santé, puisque vous êtes les représentants, en tout cas au niveau de la ville, du territoire et puis des départements, mais également de pouvoir donner en tout cas cette alerte qui est un problème, un fléau méconnu, à la fois par le grand public, mais aussi par des professionnels de santé, je tiens à le soulever. Et quand je dis professionnels de santé, bien entendu, je ne vais pas indiquer les réanimateurs et soins intensifs, puisque le patient, quand il arrive dans ces unités-là, il a déjà entamé son pronostic vital, puisque comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc les organes, soit un organe vital, soit plusieurs organes vitaux sont touchés. Et là, on a 50% de chance ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas réanimateur, mais en tout cas, l'engagement pronostic vital est engagé. Donc l'objectif, ce n'est pas d'arriver en réanimation, c'est d'éviter la réanimation qui, en plus, a un coût. Donc là, je ne vais pas, soulever cette problématique au niveau budgétaire, mais en tout cas, c'est un coût qui est de 16 000 € par patient. Et nous, ce qu'on veut, c'est de sauver des vies. Et pour sauver des vies, il faut que tout le monde soit acteur et que tout le monde, justement, puisse comprendre ce que c'est que le sepsis. Et comme tu l'as dit, Jean, et tu l'as bien souligné, ce n'est pas une maladie, c'est un processus ou un mécanisme qui se met en place dès lors qu'il y a une infection, qu'elle soit bactérienne, virale, fongique ou parasitaire. Donc, messieurs, dames, je vous remercie de votre participation et j'espère en tout cas que l'information est bien passée. Et n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez besoin donc de mieux connaître le sepsis, mieux l'appréhender et pouvoir en parler donc à votre public, en tout cas que vous avez entre les mains, vous avez notre site www.francesepsisassociation.com où vous avez toutes les informations et puis également vous pouvez me contacter puisque je suis accessible et répondre et je peux aussi intervenir si vous avez besoin, en tout cas dans vos villes et régions respectives. En tout cas, ce matin, je vous remercie infiniment pour l'intention qui a été accordée. Je suis très satisfaite puisque on a pu avoir le plaisir d'échanger avec des gens qui sont vraiment bien placés au niveau scientifique, médical, puis aussi des acteurs de la santé sur le terrain. Je vous remercie infiniment et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là justement. C'est une première en tout cas sur le Val-de-Marne. Et il faut savoir que France Sepsis aujourd'hui lance, et je tiens à le dire,
sa première sensibilisation sur le Maroc qui a fait un succès au niveau médiatique. Et donc, on ne va pas s'arrêter là, puisque justement, je suis en train de travailler en tant qu'expert international avec mes confrères du continent africain, européen, pour pouvoir vulgariser, comme on l'a dit, et suivre, bien entendu, les injonctions de l'OMS, donc depuis 2017. Donc, je garde espoir, bien entendu, parce que je soulève aussi un problème qui m'est personnel, mais cette histoire personnelle a fait qu'aujourd'hui, nous avançons sur le plan national, et je remercie d'ailleurs tout le staff qui est là, qui me suit, et puis également le ministère de la Santé, puisqu'on a eu la chance ce jeudi qui est passé, le 8 septembre, où Djilali a fait un séminaire avec tous les professionnels sur le sepsis, et on a eu la chance d'avoir Jérôme Salomon, donc le directeur de l'agence de santé, qui nous a vraiment motivés, puisque nous avons un ministre qui est très sensible sur la question, et on pense bien entendu que les choses vont se faire de manière progressive sur le territoire, le département, la région. Voilà, je tiens à vous remercier et on se retrouve dans quelques instants au 3e étage pour justement partager un verre ensemble. Et juste avant, une petite vidéo pour justement maîtriser ce que je viens de vous dire sur la matière. Juste un dernier mot, comme ça on fait. Juste un dernier mot. Déjà, on remercie le territoire, Monsieur Capitano, le président, Monsieur Herbillon. J'espère que la prochaine fois il sera là parce qu'il avait un problème d'agenda. Bon, je ne remercie pas Madame la maire parce qu'elle était venue et on ne remerciera jamais assez, voilà. La maison Alphax, effectivement. Alors l'objectif, je dirais, de notre manœuvre comme association, je parle, on n'est pas des spécialistes, mais c'est que Jamila, parce qu'avec elle a pu entre guillemets se cultiver sur ce phénomène-là, elle est disponible pour, si vous voulez, pour participer à toute réunion pour pouvoir passer le message de ce sepsis aux jeunes, aux personnes qui sont dans la mairie, au département, etc. Alors, on est à votre disposition et n'hésitez pas, on est vraiment là pour vous vulgariser ce phénomène-là. Voilà, je vous remercie. Et je remercie, puisque M. Billard est dans la salle, ainsi que Mme Mercier. Merci pour votre collaboration, votre organisation de nous avoir accueillis aujourd'hui ici, pour le Val-de-Marne justement. Et je tiens aussi à remercier chaleureusement le professeur Djilali qui a pu se détacher alors qu'il est en réa. Et puis Jean Carlet également et Jean-Marc Cavaillon. Sans eux, nous ne serons pas là et sans eux, France Sepsis n'aurait jamais existé. Donc merci à vous tous et merci à tout le public qui est présent avec nous ce matin pour justement partager cette information. Donc là, je vais vous diffuser une petite vidéo éducative que j'ai réalisée plutôt avec un industriel, vous verrez son nom mais bon, je ne vais pas le citer, pour sensibiliser donc le grand public et les professionnels de santé, puisque mon axe de sensibilisation va être ciblé dès le départ, c'est-à-dire le parcours de soins en ville, donc le médecin de ville et tout ce qu'il y a autour, bien entendu, les laboratoires, les pharmaciens et voilà, tous les acteurs en tout cas qui sont en ville, parce que on veut que le patient soit pris en charge dès le domicile avant d'arriver bien entendu en réanimation. C'est juste pour info, la vidéo on peut la trouver sur notre site. Oui, tu peux donner le... J'ai donné le site, ça y est. Non, le site... www.francesepsis. Sur l'information, vous avez une rubrique sur c'est quoi le sepsis. Voilà, ah oui, vous la trouverez là-bas. Non, mais ça, ils vont trouver. Merci à vous et merci de votre attention. Et on va vous diffuser cette vidéo. Alors, je pense qu'elle ne sera pas accessible directement là. Donc, ce que je vais faire, c'est de vous mettre directement sur mon ordinateur. Donc, est-ce qu'on peut le mettre sur le support voilà, pour que vous puissiez voir. Tu peux le lancer? Alors, le son, je ne sais pas si on a un son. Tu mettras le micro. C'est ce que c'est que le sepsis. En français. Oui, en français. On voit l'écran. Alors, on entend ça.